Alors, bonjour, Monsieur Mbodj. Bonjour, Youssef. Monsieur Mbodj, vous êtes ingénieur polytechnicien, mais aussi expert en finance. Vous êtes aussi le président de l'Alliance patriotique panafricaine, APP. Et vous venez de publier l'ouvrage Le Sénégal du millénium viatique des patriotes pour l'abondance. Alors déjà, est-ce un livre-programme? Voilà, merci beaucoup, Youssef, déjà de m'avoir invité. Je salue au passage les téléspectateurs sur la IGFM. Pour rectifier un peu, peut-être, c'est l'Alliance patriotique du millénium, donc c'est le parti. C'est vrai que j'ai créé l'Alliance patriotique panafricaine, mais c'est un démembrement, un mouvement panafricaniste, en fait. Maintenant, pour parler du livre-programme à proprement dit, c'est un livre qu'on a écrit parce que on s'est dit qu'on ne peut pas se prévaloir d'être candidat à des élections, surtout présidentielles, sans pour autant avoir au moins un projet de société, un projet de développement pour le Sénégal. C'est à cet effet qu'on a eu à écrire le livre. Depuis un certain temps, on a mis dedans 19 chapitres, 502 pages, mais on a surtout balisé le terrain pour 15 défis. Les 15 défis représentent 15 secteurs de développement du Sénégal. Donc, il y a l'éducation, la santé, l'agriculture, l'industrie, il y a la sécurité et la défense qui est souvent omis par les politiques. Et il y a d'autres encore secteurs qui ont été explorés dans ce livre-là. Donc, il est établi, vous serez candidat pour la prochaine présidentielle. Effectivement, moi j'ai l'habitude de dire candidat à la candidature. Parce que généralement, tout le monde se lève pour dire qu'il est candidat. Mais on a oublié qu'il y a deux passoires. Il y a le passoire de la caution et il y a le passoire aussi des parrainages, qui est plus important. Parce que n'oublions pas que la loi dit qu'il faut regrouper 0,6% des 7,5 millions 7,5 millions d'électeurs. Ça veut dire qu'au bas mot, il faudra au moins regrouper 50 000 parrainages pour pouvoir passer. Donc, on est effectivement candidat à la présidentielle, mais il va falloir que nous, déjà, on essaie d'atteindre ces critères-là. Et on est dessus. Et vous êtes confiant pour le parrainage? On est totalement confiant, d'autant plus que le parti a des atouts peut-être que beaucoup de partis n'ont pas. C'est vrai qu'on est jeune, on vient tout juste d'avoir 2 ans, mais il ne faut pas oublier qu'on a mis sur la table un livre-programme. Pas un livre de 24 pages ou bien un programme de 24 pages ou bien de 50 pages. On est allé dans le fond des problèmes et on a exposé un livre, on a dédicacé et ça va aider le Sénégalais à découvrir qui nous sommes. Et nous sommes donc très confiants par rapport à cela. Alors, vous avez dans votre livre dressé les défis pour le développement du Sénégal. Alors, en ramasser, quels sont ces défis? Parmi les défis, il y a d'abord l'éducation. Pour parler de l'éducation, nous savons tous que notre système éducatif est malade. Pour ce faire, donc, ce qu'on a prévu de faire, c'est une refonte intégrale du système. On a benché pour voir les autres systèmes éducatifs, donc le système scandinave, les Finlandais, on a regardé la Corée, le Japon, l'Allemagne, etc. Le constat qu'on a eu à faire, c'est que déjà le cursus est très long. On fait 20 ans, 30 ans à peu près pour sortir de l'école et c'est pas bon. Pour un bon économiste ou bien pour quelqu'un qui est bien en termes de rentabilité, de calcul de rentabilité, il se dira que le produit ne sera pas rentable qu'avant 30 ans ou 25 ans. C'est pas bon. Donc, on a aussi regardé les contraintes, les problèmes avant pour autant de proposer des solutions. Pour les problèmes, on a remarqué qu'on a une barrière linguistique. Donc, pour ce faire, on va essayer d'introduire petit à petit les langues nationales dans le programme éducatif sénégalais. On a aussi vu que les professeurs, par exemple, n'avaient pas les moyens suffisamment, ils ne sont pas suffisamment rémunérés pour faire le taf. Ce qui se passe généralement, c'est qu'ils vont des à côté. Donc, ils sont là en train de faire des cours particuliers parce qu'il faudrait arrondir les fins du mois. Il y a aussi le fait qu'au niveau de l'éducation nationale, les conditions sociales ne sont pas réunies pour que l'élève puisse apprendre normalement. Et quand on fait le constat, surtout côté social, c'est que si on enlève de la poche du parent la cantine scolaire, c'est-à-dire ce que l'enfant doit manger pour aller à l'école, si on lui enlève la nourriture, si on lui enlève le transport, et c'est inclus dans notre programme, je pense que les gens seront à l'aise pour aller à l'école et les parents n'auront plus cette pression financière-là pour inscrire les enfants à l'école. C'est le modèle finlandais, le modèle islandais qui est de la sorte. Nous, on va essayer au moins de copier cet aspect-là de leur programme éducatif. Et puis l'autre chose, c'est relever un peu le niveau des enseignants. Et pour ce faire, il va falloir déjà que l'admissibilité pour l'enseignement soit relevée. En Finlande et dans les pays scandinaves, c'est des bac plus 4.
Après cela, maintenant, il faut faire des formations pointues en psychologie infantile, en pédagogie, avant pour autant de prétendre à des concours déjà, avant pour autant de pouvoir enseigner. Il faudra qu'on en arrive à ce niveau d'excellence-là. Mais non, il n'y a pas que l'éducation, il y a la santé. Qui dit éducation dit aussi santé. Mais non, pour la santé, ce qu'on a essayé de faire dans le livre, c'est déjà d'évaluer le système actuel, la gouvernance sanitaire actuelle. Généralement, on dit que la santé va mal, on n'a pas de plateau médical, on est en sous-effectif. Mais en réalité, ce qu'on devrait faire, c'est l'évaluer selon des modules. On a pris le temps de regarder les différents modules. Donc, le module de la gouvernance sociale, parce qu'on a un système pyramidal avec les districts sanitaires, les régions médicales, etc. Mais on va changer un peu la donne de ce côté. Il y a aussi le module de la prestation de services. Nous, ici, on a au Sénégal une formation de qualité. D'ailleurs, c'est pour la raison pour laquelle, au niveau du Maroc, des pays maghrébins, ils viennent ici pour apprendre. On a aussi le module de la pharmacie. La pharmacie, elle est importante. Actuellement, au Sénégal, 85% des médicaments sont produits de l'étranger et on l'amène au Sénégal. 15%, c'est Aventis, Sophia Aventis, c'est Caron, c'est Institut Pasteur pour la fièvre jaune, le vaccin contre la fièvre jaune. Mais en réalité, on ne produit pas ce qu'on utilise comme médicament. Donc, il va falloir rectifier le tir aussi par rapport à ça. On a des modèles de laboratoire. On l'a vu lors du Covid, par exemple, lors du Covid, on a vu que ceux qui faisaient les tests, c'était IRSF et l'Institut Pasteur. Alors qu'en réalité, normalement, les laboratoires accrédités du gouvernement, au niveau de l'État du Sénégal, devaient faire ces tests-là. C'est bien après qu'on a eu à faire des tests. Et on a subventionné les 2 laboratoires privés, pour ne pas les citer, mais je trouve qu'on devait prévaloir, on devait valoriser beaucoup plus nos laboratoires. Il y a aussi le fait qu'on a un module qui parle de l'information sanitaire, c'est important. Les remontées de tout ce qui se passe au niveau des hôpitaux, au niveau des cases de santé, des postes de santé. Il y a l'équipement, naturellement, parce qu'il faudrait que les 1000 milliards qu'on a utilisé dans le fonds Force Covid-19, au moins, on dit que 60% devait aller dans le secteur de la santé, parce qu'on parle d'une pandémie, d'une épidémie. Donc, normalement, si on avait fait un bon bilan ou bien un bon usage de cet argent, on aurait eu au moins à relever le plateau médical au niveau des postes de santé jusqu'au niveau des établissements publics sanitaires de niveau 2 et 3, etc. Donc, tout ça, on a eu à le faire. Mais il y a aussi la question du rapport entre le soignant et le malade. Parce que dernièrement, nous avons vu qu'il y a beaucoup de soucis de ce côté-là. Il y a eu des bébés qui ont eu à être brûlés, un bébé qui a même été broyé dernièrement ici. Alors, est-ce que vous avez réfléchi sur ce phénomène-là aussi? Effectivement, on a eu à réfléchir dessus. D'ailleurs, pour les prestations de services, déjà, il faut renforcer la formation. Parce qu'on a certes l'université, mais il faudrait qu'on regarde la formation. Et puis, au niveau de tous les ministères, normalement, on doit avoir une direction en charge du génie civil. Donc, le génie civil doit s'occuper de la construction, que ce soit scolaire, que ce soit sanitaire. Et à ce niveau-là, il y a ce qu'on appelle la sécurité incendie. En principe, si le dispositif de sécurité incendie était là-bas au niveau de l'hôpital de Tivaouane, on n'aurait pas eu ces cas de décès-là. On a réfléchi globalement surtout au niveau de la santé, les prestations de services, au moins pour que tous les établissements de santé puissent délivrer les services de base. Les services de base, on peut parler par exemple de tout ce qui est traitement postnatal, prénatal ou bien postpartum. On peut aussi parler de tout ce qui est maladie mentale ou bien des maladies infantiles. Et je pense que le gouvernement en est conscient, mais malheureusement, on n'a pas encore fait le nécessaire pour que la santé retrouve ses lettres de noblesse. Alors, vous listiez les différents défis pour le développement du pays. Alors, la question judiciaire revient beaucoup. Alors, vous, qu'est-ce que vous comptez faire dans ce cadre-là? Parce que dernièrement, nous avons vu en fait un peu les procès politiques, beaucoup de leaders politiques ont été attraits en justice, Ousmane Sonko, 1500 détenus politiques comme on le dit. Alors vous, qu'est-ce que vous comptez faire de ce côté-là si jamais vous êtes élu? Effectivement, on peut constater une chose, c'est qu'il y a une crise de la confiance entre le Sénégalais et sa justice.
Donc, on pense que le justiciable n'est pas assez bien jugé, ce qui a conduit à beaucoup d'émeutes et beaucoup d'affrontements entre les forces de l'ordre, les forces de sécurité et la jeunesse sénégalaise en partie. Moi, je pense qu'on doit réformer la justice dans son intégralité. Quand je parle de réforme, ce n'est pas faire une chasse à la sorcière. Ce qui est important, c'est de mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut et permettre à ce que ceux qui sont au devant de la justice soient des hommes intègre, comme l'avait dit Kéba Mbaye. On a besoin de gens comme ça au niveau de la justice pour pouvoir régler les choses petit à petit. Maintenant, la justice elle-même doit déjà se réformer, se moderniser. Par exemple, si je prends l'exemple des casier judiciaire, jusqu'à présent, il y en a qui vont jusqu'au palais de justice pour avoir le casier judiciaire, alors qu'on est en pleine phase de dématérialisation. Et j'ai fait le tour des services et des directions de la justice. J'ai vu qu'il y avait une direction en charge de la dématérialisation, de la digitalisation. Ils devaient normalement régler la chose depuis. Maintenant, pour revenir sur la justice de manière générale, mon avis personnel est que tous les verdicts qui ont été rendus concernant les opposants, on sent un peu de partialité. Et c'est ça qu'on devait éviter. En réalité, on devait faire de telle sorte que, quelle que soit la posture, opposition, pouvoir ou centriste de celui qui est jugé, qu'on puisse déceler quand même une certaine impartialité dans le verdict. On ne l'a pas senti. C'est pourquoi la jeunesse, tout le temps, manifeste à travers les matchs de foot, au niveau des terres ou bien à Touba même, ils manifestent pour exprimer leur mécontentement. Donc une réforme profonde s'impose au niveau de la justice pour qu'au moins qu'on puisse retrouver cette confiance-là, et ça passe par les hommes, et ça passe par le système. Et quand je parle du système, c'est tout le système qui doit être dématérialisé, modernisé, pour qu'au moins qu'on ait des palais de justice un peu partout, des maisons de la justice un peu partout, pour trancher sur les dossiers qui sont là-bas pendant. Parce que on ne regarde pas trop la justice sous cet angle-là, parce que les procès des hommes politiques sont l'arbre qui cache la forêt. En réalité, ils croulent sous les dossiers. Ça veut dire qu'on ne forme pas assez d'hommes de droit, déjà, pas assez d'avocats, et on ne prend pas soin des corps de justice décentralisés. Je pense qu'il faudrait qu'on revienne à cette orthodoxie-là, que les tribunaux au niveau départementaux, régionaux soient équipés, la digitalisation marche, que les dossiers soient rapidement évacués et que la compétence revienne et l'équité surtout et comme on appelle l'intégrité revienne dans le corps de la justice. Alors, l'affaire Ousmane Sonko, vous qui êtes homme politique et opposant, est-ce que parfois vous avez peur quand vous voyez comment la machine judiciaire a traité le cas Ousmane Sonko? Bon, moi déjà, je suis ni du pouvoir ni de l'opposition. J'ai l'habitude de le dire. Vous êtes au milieu, quoi. Je suis du milieu, du juste milieu. J'aime bien être non nihiliste, c'est-à-dire lorsque le pouvoir fait de bonnes choses, être là à applaudir. Ils ont fait des choses, le PRODAC c'est bon, le PUDC c'est excellent, donc le PLACAS, le plan pour l'agriculture c'est excellent, donc j'applaudis. Maintenant, quand ils font des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord, comme de terre, je dis carrément que je ne suis pas d'accord par rapport au coût du kilomètre linéaire qui a dépassé les 21 milliards, alors qu'au Maroc ou partout ailleurs, c'est dans les 8 milliards à peu près. Donc ça veut dire quelque part, il y a de la gabegie. Maintenant, pour revenir sur l'affaire concernant l'opposant Ousmane Sonko, nous, de toute façon, même avec le recul, moi je ne suis ni du pouvoir ni de l'opposition, mais avec le recul, on a le sentiment que le verdict qui a été rendu est biaisé. Moi, c'est mon sentiment le plus profond. Moi, j'aurais opté, en tout cas en étant président, à ce qu'on refasse le jugement. Parce que nous, de toute façon, on ne connaît pas le fond du dossier. Que ce soit pour l'affaire Sonko Adji Sarr, que ce soit pour l'affaire avec Mame Mbaye Niang, on n'a pas le fond du dossier. Donc réellement, ceux qui ont les dossiers, c'est eux seuls qui peuvent carrément dire qu'il a fauté ou il n'a pas fauté. Moi, si j'aurais été président, j'aurais repris l'affaire avec des juges que tout le monde peut-être vont juger comme étant équitable. Et là, peut-être si on refait le procès, on en saura beaucoup plus de choses par rapport à ce qui s'est réellement passé. S'il savait qu'il est innocent, il faudra forcément le libérer. Moi, je suis pour que la justice soit équitable pour le justicier et pour le justiciable. Alors, donc, pour vous, c'est biaisé? C'est mon sentiment. Quand je dis biaisé, c'est mon sentiment comme quoi on n'a pas en fait donné les détails de ce procès-là. Ce qui s'est réellement passé jusqu'à présent, on ne sait pas. Et je juge que c'est vraiment malheureux. On aurait pu avoir un jugement équitable pour que les Sénégalais sachent réellement ce qui s'est passé.
et voilà, on passe à autre chose. Parce que ce qu'il faut déplorer, c'est qu'on paralyse le pays avec des affaires judiciaires. Un pays qui est sous-développé, au lieu de parler de l'économie qui est en train de couler, l'inflation qui grimpe, les jeunes qui prennent les pirogues pour aller aux États-Unis, ou bien pour aller, maintenant ils prennent la route des États-Unis, ou bien en Europe. On doit parler de ça, comment faire pour retenir ces jeunes-là, parler de l'industrialisation qu'on doit faire pour retenir ces jeunes-là, parler des ressources naturelles qu'on a, qu'on exploite mal, parler des contrats pétroliers, gaziers qui sont mal négociés. Moi, je pense que la priorité, c'est là-bas. Donc, normalement, les faits divers politiques, même si c'est important quand même, les faits divers politiques devaient passer au second plan. Je suis même étonné que lorsque quelqu'un se déclare candidat à la présidentielle, qu'on l'invite au niveau d'une émission, et 2 heures de temps durant, il ne parle que de la double nationalité de quelqu'un, d'un autre candidat. Mais c'est au Conseil constitutionnel de juger s'il a une double nationalité. Ça se verra, ça se prouvera, forcément. Je trouve dommage qu'on ne parle pas de l'essentiel, c'est-à-dire les programmes dans le fond. Comment faire pour sortir le Sénégal de la pauvreté? Comment sortir du franc CFA, par exemple, qui est un de nos combats? Et comment rétablir la souveraineté du Sénégal sur le domaine maritime, sur le domaine des terres, etc., etc. Moi, je vois qu'on doit centrer le débat dessus et ne pas trop perdre de temps sur le volet des procès, même si c'est déplorable. Je me dis qu'on est à 4 mois des élections. Ils ont largement le temps de se préparer, d'essayer de gagner ces élections-là et de rétablir la justice. Alors, en parlant d'industrialisation, dans votre livre, vous avez aussi évoqué cette question-là. Alors, qui parle aussi d'industrialisation parle d'emploi. Sur ces 2 questions-là, qu'est-ce que vous comptez faire? Bon, je pense que tout à l'heure, on parlait de ça avec quelqu'un. Je lui ai dit 3 solutions. La première solution, c'est déjà l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, parce que nous, depuis l'école, on nous a appris à fonctionner comme étant de futurs fonctionnaires ou parafonctionnaires. Bureaucrate, quoi. Bureaucrate, être voilà, dans un fauteuil, bureau climatisé, etc. Je pense qu'on doit dépasser cette mentalité-là. Et même au stade de l'école, on doit commencer à leur apprendre l'entrepreneuriat. Maintenant, pour l'entrepreneuriat, j'avais 2 ou 3 solutions. La première solution, c'est déjà la caisse noire, la supprimer, parce que je pense que c'est un fonds politique. Et nous, en tant que politiques qui veulent développer le Sénégal, on n'a pas besoin de ces fonds-là. En réalité, nous tous, on doit devenir des entrepreneurs. Moi, je suis d'accord pour que tout le monde devienne des entrepreneurs, y compris le président. Donc, cette caisse-là, on l'a dédiée comme une caisse de soutien à l'entrepreneuriat, de 1. De 2 aussi, tout ce qui est structure d'appui à l'entrepreneuriat, que ce soit le DER, qui est une très bonne idée. Donc, on appuie le DER, on augmente le budget du DER. Ça va permettre à ce que les Sénégalais qui veulent un financement pour leur projet, qu'on puisse les financer. Aussi, deuxième chose, c'est l'industrialisation. Mais avant l'industrialisation à proprement dite, je me dis que les minerais, les ressources naturelles qui sont dans notre pays, l'or, le fer, le zircon, le cobalt, le manganèse, l'argile spéciale, la tapulgite, tout ça, peut-être vous n'en avez pas entendu parler, alors que ce sont des choses qui sont là, des minerais qui sont là. Mais si on avait décrété qu'aucune de nos ressources ne sort du pays sans pour autant être transformée ici, sauf contrainte majeure. Je me dis que tu prends l'or, ça sert à faire les smartphones, ça sert à faire les ordinateurs, ça sert de monnaie d'échange, parce que d'ici peu, la monnaie d'échange pour contrebalancer la devise, ce sera l'or pour beaucoup de gens. Donc, ça doit servir à quelque chose. Le zircon, on en parle, mais les gens ne savent pas exactement ça sert à quoi. Mais tout dans le revêtement nucléaire des centrales, mais c'est avec le zircon. Ça peut se faire aussi de faux diamants. On peut créer des industries avec ce zircon-là. Avec le fer, n'en parlons pas. Tout ce qui est métallurgie, c'est sur la base de fer. Donc, pour les tôles planes noires, les clous, les fils recuits, les laminoirs. Donc, tout ça veut dire que nous, notre objectif, c'est d'abord tout ce qui est minerai, qui est dans le Sénégal. Je ne parle même pas du marbre et autres. On doit pouvoir l'exploiter in situ, ce qui va faire avec la préférence nationale, donc permettre aux jeunes de travailler dans notre pays et de se faire de l'emploi. Troisième chose maintenant, c'est l'industrialisation, comme on l'a dit. Moi, je me dis qu'il y a beaucoup d'industries à développer. Si on parle hors industrie minière, hors industrie pétrolière, hors industrie gazière, il y a le cinéma, l'industrie cinématographique. Prenez le cas de Nollywood au Nigeria, bien Hollywood au niveau des États-Unis, mais c'est une grosse industrie avec des milliards de dollars qu'ils drainent. On prend l'industrie musicale.
la Niger Music. En 2019, c'était 8 milliards de dollars. Actuellement, ils ont beaucoup plus de volume, seulement 3 ou 4 fois plus que le volume d'affaires qu'ils traînaient. Donc, tout ça sont des industries à promulguer. Il y a aussi la musique, il y a le sport, l'industrie sportive de la haute compétition. Il y a aussi la pharmacie pour produire les médicaments que nous, on va consommer, les produits halieutiques, le textile. On a malheureusement tué toute notre filière textile. Sotiba est mort, la Sodefitex est presque morte, alors qu'on a du coton qu'on peut cultiver en réduisant le prix des intrants, en réduisant le prix des fertilisants. Si jamais les ICS déjà commençaient à revenir, à renaître, à être comme les ICS qu'on connaissait, produire des engrais chimiques à bas prix et donner ça aux agriculteurs sénégalais pour qu'ils puissent développer leur industrie. Et sans oublier l'industrie agroalimentaire, et sans oublier aussi l'industrie du bien-être. Parce que l'industrie du bien-être, nous au Sénégal par exemple, le week-end, on n'a presque rien à faire. Tout le monde se retrouve au même endroit. Alors qu'on pouvait faire des salles de spectacle, des salles de théâtre, on pouvait créer des spas, des hammams, tout ça à bas prix, mais avec la qualité. Ça aurait permis aux Sénégalais d'avoir du travail et ça aurait permis aux jeunes de rester et d'avoir foi en leur pays. L'électricité est gratuite, l'eau aussi gratuite. Alors, est-ce que ce n'est pas du populisme que vous proposez aux Sénégalais aussi? Ça fait partie des 19 actes fondateurs du millénium. Je vous ai parlé du franc CFA, des domaines de souveraineté à récupérer, l'eau, le courant, etc. L'électricité gratuite, c'est une possibilité. Parce que déjà, avec l'État qu'il faut applaudir, ils ont une politique gas to power. Gas to power, ça veut dire que on va utiliser le gaz qui est une énergie propre pour pouvoir alimenter nos centrales électriques. Ça va gagner, ça va nous faire gagner en rentabilité et ça va réduire nos dépenses déjà, qui sont de 60% par rapport au combustible, si je ne me trompe pas. Maintenant, quand on atteindra un niveau de développement du gaz au Sénégal, je me dis que ça peut être presque, les dépenses en combustible seront compressées totalement. Donc là, pour aller vers la gratuité, ça ne sera qu'un petit pas à faire. Maintenant, quand je parle de gratuité, ce sera progressif. Parce qu'actuellement, il a été prouvé qu'on a 1400 millions de mètres cubes de gaz au Sénégal, réserve prouvée. On n'en parle pas parce qu'on disait qu'on était 27e. Mais là, il est prouvé qu'on est 4e africain. Et ce qui est sûr, c'est qu'on a encore de la réserve. C'est pourquoi l'Allemagne, la République tchèque, tout ça, ils sont venus au Sénégal. Les gens ne se sont pas posé la question. Ils sont venus pour le gaz. Parce qu'il y a un projet d'aqueduc, de gazoduc, qui a été créé, qui doit nous relier jusqu'au niveau du Maroc. Je ne sais pas si vous êtes au courant. C'est-à-dire qu'on a un gros potentiel et que si jamais on l'exploite comme il le faut, la politique gas to power, normalement l'électricité, graduellement, c'est-à-dire à petits pas, pourrait venir vers vraiment 0 francs ou bien un peu plus que ça. Voilà. Et pour l'eau? Pour l'eau, je pense que déjà on a un stress hydraulique qui est là. Dans le livre, je n'ai pas parlé du canal du Cayor, mais je pense que j'aurais dû le faire. Mais comme c'est 502 pages, je me suis dit, je vais quand même m'arrêter. Mais pour l'eau, les solutions qu'on aurait préconisées, c'est de faire le canal du Cayor. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que le Sénégal a déjà 4 fleuves. On a le fleuve Sénégal, le fleuve Doué, qui va jusqu'à Saldé. C'est ça qu'on appelle l'île à Morphine. Après ça, on a le fleuve Gambie, on a le fleuve Casamance. On ne peut pas avoir 4 fleuves et avoir des problèmes et des lacs et avoir des problèmes d'eau. Normalement, le canal du Cayor, ça devait faire un piquage sur la verticale pour descendre. Après, maintenant, le canal va acheminer l'eau. Ce qui reste à faire, c'est seulement des piquages pour aller arroser au niveau de Kaolack, au niveau de Linguère, au niveau de Dara et dans toutes les régions du Sénégal. C'est ça le projet du Cayor qui a été muté en projet de canal du Baol avec Maître Abdoulaye Wade. Mais en réalité, c'est le bon projet qu'il faut mettre en place parce que sinon, on sera obligé de faire du dessalement. On l'a fait déjà au Mamel, 50 000 mètres cubes en premier jet, 100 000 mètres cubes en second jet. Mais ce qu'on doit faire, c'est surtout essayer d'avoir ce canal du Cayor-là et ça va régler une partie du problème de l'agriculture qui est l'irrigation. Donc moi, je pense que notre projet phare pour l'eau, c'est déjà de réhabiliter ce canal-là. Après maintenant, la maintenance des lacs et des eaux du Sénégal, c'est OLAC. OLAC doit retrouver ses lettres de noblesse. Ils étaient préfinancés, financés par les bailleurs. L'État du Sénégal doit pouvoir maintenant financer OLAC
Pas seulement un budget de fonctionnement, un budget d'investissement pour qu'ils puissent entretenir le lac de guerre, pour qu'ils puissent entretenir aussi le lac Rose qui est en train de se ternir. Donc, c'était le rôle de l'OLAC de s'occuper de ça. Mais s'ils n'ont pas les fonds, ils ne pourront pas le faire. Maintenant, si jamais on a ce canal du Cayor-là, je pense que tout ce qu'on fera comme distribution d'eau, on pourra prendre une taxe réservée spécialement à OLAC pour leur permettre d'avoir un budget d'investissement. Comme on fait avec ONAS, 11% de nos factures d'eau vont à l'ONAS pour l'assainissement. Mais normalement, on pouvait prendre un certain pourcentage pour au moins entretenir l'OLAC. Donc, il y a bien une possibilité, dans un moyen terme, de pouvoir diminuer ou bien de rendre gratuit l'eau et l'électricité au Sénégal. C'est fort possible. Moi, j'y crois parce qu'on a de l'eau en abondance et même les solutions futuristes sont là. Vous allez à Dubaï, ils font de la pluie à la demande. Donc, la technologie est là. Les gens, ce qu'ils ignorent, c'est qu'on a ce qu'on appelle la géo-ingénierie qui permet de faire de grandes choses. Actuellement, la géo-ingénierie, malheureusement, est utilisée à de mauvais desseins. Le gouvernement américain, je pense que tout récemment, il voulait envoyer des particules d'aluminium au niveau de l'espace, bon, ionosphère ou stratosphère, je ne sais même plus c'est quel faire. Mais c'était normalement pour réfléchir les rayons solaires parce que, disent-ils, ça peut contribuer à réduire le changement climatique. C'est ce qu'on appelle la géo-ingénierie. Il faudra aller chercher cette science-là, cette connaissance-là. On a des jeunes qui sont là, ingénieurs, très bien formés. Il reste tout juste à aller les renforcer, les subventionner pour qu'ils aillent faire ces formations-là. Et ça peut permettre déjà d'avoir cette connaissance en géo-ingénierie-là. L'autre chose, c'est quoi? C'est qu'au niveau, pour toujours dans le cadre de l'industrie, si on avait pris l'option de fabriquer nous-mêmes tout ce qui est équipement hydraulique, le drainage, les connects, les siphons, les regards, les pipes, si on les avait fait au Sénégal, je pense que le coût serait réduit, le coût d'acquisition. Ça va permettre déjà de réduire la facture de l'eau. Donc déjà, la facture de l'eau n'est pas très chère. Mais si on a de l'eau en abondance, si on arrive à réduire les équipements, la production des équipements, le coût des équipements, à travers les minerais qui sont là, qu'on exploite pour le Sénégal, moi je me dis que c'est fort possible. Macky Sall qui tourne la page qui va sortir aujourd'hui, comment vous évaluez son action à la tête de l'État du Sénégal? Moi je dirais qu'il a un bilan mi-figue, mi-raisin. Mais quand même, il faut féliciter le fait que côté infrastructure, il a fait de grandes choses. Vous prenez l'autoroute déjà, je pense que le nombre de kilomètres bâtis de routes, d'autoroutes, je pense qu'avec le président Macky Sall, ça a été multiplié par 2 au moins. Parce que nous, on a vu que l'autoroute va jusqu'à Kaolack, presque jusqu'à Mbour, va aller jusqu'à Kaolack, et ce qui est sûr que ça va aller jusqu'à Tambacounda. Donc, il faut applaudir. Il y a eu des infrastructures qu'il a eu à faire, le stade, l'aéroport, bien vrai que c'était un projet de Maître Abdoulaye Wade. Donc tout ça, en fait, c'est un bon bilan. Le PUDC, un excellent bilan, parce qu'on a fait beaucoup de dorsales, des dorsales électriques qui permettent, parce que l'électricité donne la vie. Quand il y a de l'électricité, après ça ouvre les villages qui sont aux environs. Moi, je travaille justement sur ça. Donc c'est à applaudir. Le PUDC est un excellent programme. Le PRACAS, il n'a pas atteint tous ses objectifs, surtout en termes d'autosuffisance en riz. On a ciblé 1 600 000 tonnes. On était dans les 1 300 000 tonnes, voire 1 200 000 tonnes. C'est pas mal comme bilan. Maintenant, stratégiquement, moi, j'aurais pris le mil pour compenser un peu avec le riz comme aliment de base. Parce que le riz vient de l'Indochine, on connaît l'histoire, et que ce serait mieux de prendre des cultures avec beaucoup plus d'apport en nutriments, comme le mil. Maintenant, pour revenir sur son bilan, de manière générale, je me dis que c'est mi-figue, mi-raisin, parce qu'il a fait beaucoup de bonnes choses. Le terre, c'est une bonne chose, mais il y a eu beaucoup de gabegie, à mon avis, parce que ça a coûté trop cher. J'ai même fait des articles dans les chroniques du Millennium. C'est un livre qui doit sortir, mais j'ai préféré le retenir le temps que le Sénégal du Millennium fasse son chemin. Mais c'est pour dire qu'il y a eu beaucoup de choses à redire, même Prodac. Un excellent projet qui aurait pu être mieux géré. Donc, mais dans tous les cas, il est sorti par la grande porte. Parce que quand il dit qu'il ne va pas aux élections, on n'a eu qu'un seul président qui n'est pas allé qui ne s'est pas fait battre aux élections pour sortir, c'était Léopold Sédar Senghor. Sinon, que ce soit Wade, que ce soit Diouf, tous ils sont allés, ils ont été battus, ils sont partis. Donc, il est parti par la grande porte. Il a maintenant je pense qu'ils sont en train de choisir. Nous, on se concentre sur nos forces.
Mais je me dis qu'il aurait pu faire mieux. Mais dans tous les cas, en termes de leadership, en termes de management, surtout de représentativité côté diplomatique quand même, il a assuré. Parce qu'il a assuré la présidence de l'Union africaine. Et je pense que les gens l'ont beaucoup critiqué par rapport aux échanges qu'il a eu avec le président Poutine. Mais je me dis qu'il avait la bonne posture, la posture de neutralité par rapport au conflit ukrainien-russe. Et puis, autre chose aussi, il a fait un pas important que les gens n'ont pas regardé, en fait, n'ont pas vu. C'est l'adhésion aux BRICS. Les BRICS, c'est l'entité actuellement qui domine le monde. Parce que c'est plus de 40% du PIB mondial. Et en termes de population, vous prenez la Chine, l'Inde, la Russie, et ce sont des mastodontes. Et ils ont pris encore 6 autres États qu'ils ont mis dans le BRICS. C'est un excellent pas pour aller vers le développement. Et il faut retenir aussi que les BRICS ont une banque de développement, la nouvelle banque de développement, qui va permettre à ce qu'on diversifie un peu les financements. Vous avez décidé aussi de retirer la laïcité de notre attelage institutionnel, si je puis le dire ainsi. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? La laïcité, telle que c'est décrit par les élites mondiaux, ne peut pas être adaptée au Sénégal. Actuellement, on dit que la laïcité, c'est notre régime, notre manière de faire, notre régime de gouvernance, etc. Mais vous prenez par exemple l'épisode à Charlie Hebdo, lorsque le professeur a été assassiné par des groupements. Mais il faut se dire que Samuel Paty, c'est différent. Mais Charlie Hebdo, lorsqu'ils avaient caricaturé le prophète, mais il faut dire que ça a fait un tollé mondial. Et qu'est-ce que le président français a eu de mieux à dire? Il a dit que nous, ici en France, on a le droit de blasphémer. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est déplorable. Actuellement, on a vu qu'ils sont en train de retirer les abayas de l'école. Donc, quelque part, il y a une persécution par rapport à la dévotion islamique. Et c'est ça, si c'est ça la laïcité, si la laïcité veut dire aussi prendre des orientations sexuelles qui sont contraires à notre mœurs, à nos coutumes, moi je ne suis pas d'accord avec cette laïcité-là. N'empêche, nous sommes un peuple de paix. On a toujours vécu en paix avec les animistes, parce qu'on a la plupart d'entre nous sont tièdos. Donc on a vécu avec des païens, des animistes, on a vécu avec des chrétiens et des musulmans en toute symphonie, en toute harmonie. On n'a jamais eu de problème. Même le dialogue qu'on veut créer, pour moi, peut créer des problèmes. Parce qu'il n'y a pas lieu de dialoguer. Les cœurs dialoguent, l'âme dialogue avec... Moi, je n'ai pas de différenciation. J'ai plein d'amis chrétiens, plein d'amis d'autres confessions. Je n'ai pas ce souci-là. Et au Sénégal, je pense que c'est général. Donc, la laïcité dont on parle, c'est cette laïcité-là. Mais pas une laïcité qui fait une discrimination envers un juif, ou bien envers un musulman, ou bien envers un chrétien, ou bien envers une institut comme le mariage, ou bien envers une institut comme la famille. Parce que moi, je le décris comme tel. C'est pourquoi j'ai parlé de fin de la laïcité, mais la laïcité telle que c'est entendu par les élites mondiaux, les globalistes. Alors, M. Mbodj, merci beaucoup. Merci beaucoup, Youssouf.